Bonjour à tous, nous nous retrouvons après ces vacances d'hiver pour la première série d'un cours que je vais consacrer à la célèbre formule qu'on trouve dans la 6e partie du discours de la méthode de Descartes, par conséquent, bien sûr, cette célèbre formule dans laquelle Descartes nous invite à nous rendre, je cite, comme maîtres et possesseurs de la nature. Je voudrais, avant de commencer à réfléchir sur cette formule célèbre, remercier celui à qui vous devez et à qui je dois moi-même de travailler sur cette question, à savoir l'un des auditeurs de ces cours de philosophie, Bruno Touilleras, dont la suggestion de travailler sur ce passage du discours de la méthode me paraît tout à fait judicieuse, tout à fait intéressante, ce qui m'a déterminé à accepter d'emblée sa proposition qui avait d'autant plus de chances de recevoir mon aval que je n'en ai pas reçu d'autres. Voilà, donc merci à lui, merci à Bruno Touilleras, et j'espère que seront au moins satisfaites les attentes qu'il a lui-même placées dans la suite de ce cours en proposant ce sujet. Alors, je vais commencer par une brève introduction destinée à situer la question, après quoi j'essaierai de la traiter de la façon la plus systématique et la plus complète possible, en sachant que, bien entendu, en philosophie, les problèmes, les questions, les difficultés ne sont jamais épuisés. Je commencerai par un constat qui est le suivant et que chacun peut faire, même s'il ne se plonge pas dans la littérature philosophique, ni même dans les écrits de la pensée écologiste contemporaine. Mais ce que l'on constate, c'est que le réquisitoire anti-cartésien est devenu, je dirais, une sorte de passage obligé, on pourrait même dire de tarte à la crème, du discours écologiste contemporain. On peut aujourd'hui lâcher sur le ton de l'évidence, comme allant de soi, que le projet cartésien, justement, de devenir, je cite bien sûr la formule de la 6e partie du discours de la méthode, de devenir maîtres et possesseurs de la nature, eh bien on peut considérer aujourd'hui comme allant de soi et comme une espèce d'évidence que ce projet de nous rendre maîtres et possesseurs de la nature est ce qui a conduit les humains à mettre leur planète en coupe réglée et, ajoutons, en intégrant les animaux à cette nature mécanisée, à cette nature mathématisée, à cette nature qui est, comme je le montrerai en détail d'ailleurs, le résultat de la révolution scientifique galiléo-cartésienne, dit-on souvent, et le qualificatif est pertinent, eh bien, en ramenant les animaux à cette nature de la science moderne, eh bien, cela a conduit les humains à se conduire à leur égard en tortionnaires. Parce que, en procurant un fondement, une assise métaphysique à la dualité du corps et de l'esprit, et en réservant à l'humain l'exclusivité de ce dernier, l'esprit, eh bien, Descartes a réduit l'animal à sa seule dimension corporelle, matérielle, physique, pour n'en plus faire qu'une espèce de matériau, de matière exploitable comme n'importe quelle ressource naturelle, n'importe laquelle de ces ressources naturelles que nous allons puiser dans le monde des corps, des minéraux par exemple, ou des végétaux. Les animaux sont devenus une ressource naturelle, l'ensemble de la nature même est devenu une source de richesse utilisable dans la production de cette infinité de biens matériels que l'inventivité humaine est capable, comme le montre le spectacle aujourd'hui de la société de consommation, est capable de concevoir. Ce procès qu'on fait à Descartes et à la formule de la 6e partie du discours de la méthode n'est pas simplement le procès de Descartes, c'est, pourrait-on dire plus largement, le procès
de l'homme occidental moderne européen. On pourrait même malicieusement ajouter ceci. Dans l'expression « homme moderne occidental européenne », eh bien, ne vous privez pas de souligner « homme » pour insister en particulier sur le masculin et ajouter à européen et occidental l'adjectif blanc et pour faire bon poids, au diable l'avarice, ajoutons homme occidental, européen, blanc, mâle, hétérosexuel, pendant que nous y sommes, autant de caractéristiques, autant de qualificatifs qui conviennent effectivement, de manière absolument indiscutable, incontestable, à l'auteur du discours de la méthode. Il faudrait donc, si le réquisitoire dressé à l'occasion de ce qu'il faut bien appeler un procès, le réquisitoire dressé contre Descartes, si ce réquisitoire est fondé, s'il est justifié, s'il est pertinent, il faudrait aujourd'hui donc se résoudre à abandonner selon l'expression qu'on utilise communément aujourd'hui, abandonner ce logiciel cartésien et prendre une direction diamétralement opposée. Je vais citer ici la conclusion que tire Michel Serres dans un livre qui, en son temps, dans les années 1990, a connu une certaine notoriété, Le contrat naturel. Il faudrait donc, ainsi que conclut Michel Serres dans Le contrat naturel, texte que vous pouvez facilement trouver en librairie, il est édité chez Flammarion dans la collection Champs, en format poche, il faut donc, et je cite ici Michel Serres, ouvrez les guillemets, changer de direction et laisser le cap imposé par la philosophie de Descartes. Il faut donc changer de direction et laisser le cap imposé par la philosophie de Descartes. Donc, un cap inadapté, un cap inadéquat, un cap fallacieux, un cap qui nous mène au désastre, nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature, et à l'opposé, mais à l'opposé au sens géographique, si vous voulez, de l'idée de cap, il y a cette notion que défend Michel Serres dans ce petit livre, fort intéressant d'ailleurs, à mon avis très discutable dans beaucoup de ses thèses, mais fort intéressant, intitulé donc « Le contrat naturel ». L'autre cap, le cap opposé, le cap inverse, si vous voulez, du cap cartésien, c'est cette finalité à l'horizon qui consisterait à conclure avec la nature un contrat. Voilà. Entre l'homme, entre l'humain et la nature, un contrat au terme duquel s'instituerait entre les parties contractantes, une relation, un rapport complètement différent et même complètement opposé à celui que nous voyons aujourd'hui mis en œuvre jusqu'à une certaine époque récente pour le meilleur et de plus en plus sans doute pour le pire. Je dirais sans doute plus loin pourquoi l'idée d'un contrat passé entre l'humain et la nature me paraît viciée essentiellement par des objections tout à fait fondamentales. Mais avant d'en venir là, essayons d'approfondir le contenu, de détailler le contenu de ce réquisitoire. Je dis tout de suite, avant d'entrer dans l'exposé de ce qu'on a à reprocher à Descartes et à cette formule de la sixième partie du discours de la méthode, je dis tout de suite que il n'est pas question pour moi de nier ce qu'il y a de vrai dans ce réquisitoire, et en particulier, il n'est pas question pour moi de nier que l'appropriation par la société occidentale européenne, mais occidentale européenne au sens culturel et non pas au sens strictement géographique, car il est bien évident que lorsque, par exemple, les Japonais chassent et persistent à chasser en dépit de l'abandon par certains pays de cette pratique, mais lorsque les Japonais persistent à chasser la baleine, c'est aussi en tant que continuateurs du projet occidental européen qu'ils le font, parce qu'ils le font,
sur la base d'intentions, sur la base d'une conception du rapport avec les animaux qui n'est sans doute pas exclusivement européenne et occidentale, mais au moins le font-ils aujourd'hui avec les moyens que leur a donné la technologie occidentale européenne. Donc il n'est pas question de nier que l'appropriation par la société occidentale d'un modèle nouveau, d'un modèle moderne et radicalement différent de ce qui avait prévalu avant lui, modèle de l'articulation entre la connaissance théorique et la pratique technique, il n'est pas question de nier que cette appropriation constitue un phénomène unique et de portée absolument universelle dans l'histoire humaine, dans l'histoire des civilisations. Explorer les origines, les bases historiques, explorer les tenants et aboutissants, les perspectives ouvertes par ce phénomène, je répète, d'appropriation d'un rapport nouveau entre connaissance et action, eh bien, explorer tout cela irait très au-delà de mon propos et surtout au-delà de mes compétences. Je me contenterai donc d'examiner les principales pièces du dossier qu'on a instruit à charge contre Descartes et contre le cartésianisme. Et je m'efforcerai néanmoins, me faisant l'avocat du diable, si l'on veut, de plaider la cause de Descartes dans le procès qu'on lui fait sous ce chef d'inculpation, désormais, aujourd'hui, je crois, tout à fait consensuel, d'avoir inspiré, et c'est bien ça qu'on reproche à Descartes, le modèle le plus catastrophique du rapport à la nature qu'aucune civilisation ait jamais eu l'idée d'inventer. Alors, il me semble qu'en assignant à l'humanité les objectifs d'une maîtrise, premièrement, et d'une possession, ensuite, de la nature, il me semble que Descartes aurait, selon nous, et c'est ce que signifie ce réquisitoire dont je parlais, et qui, comme je l'ai dit, est une espèce aujourd'hui de passage obligé de la pensée écologiste, il semblerait que Descartes ait commis, premièrement, une erreur théorique, deuxièmement, une faute morale, et troisièmement, une imprudence historique. Je vais détailler un peu chacun de ces 3 points. D'abord, que signifie, aux yeux des contempteurs de Descartes, des critiques de cette conception cartésienne, que signifient ces objectifs d'une maîtrise et d'une possession? Maîtrise, bien sûr, ici, est à entendre au sens, je dirais, le plus fort et en tout cas le plus déplaisant, qui n'est pas celui de la maestria du spécialiste qui aurait la parfaite compréhension de son savoir ou du virtuose qui exerce la plénitude de son art, par exemple, comme le maestro qui maîtrise parfaitement la technique du violon, du piano, du chant ou de la direction d'orchestre. Cette maîtrise, c'est beaucoup plus celle de la domination du maître sur un esclave qu'il contraint à le servir. Possession dit quelque chose qui est peut-être pire encore, parce que cela doit s'entendre, me semble-t-il, je ne dis pas dans la formule cartésienne, je dis dans la manière dont cette formule cartésienne de la 6e partie du discours de la méthode a été comprise aujourd'hui par, non pas les contemporains de Descartes, mais par nos contemporains à nous, ceux du XXe et du XXIe siècle. Eh bien, possession doit être compris au sens de tous les droits que confère la propriété juridique, c'est-à-dire ce qu'on appelle en termes de droit, le droit d'user, d'utiliser, de se servir de et d'abuser, c'est-à-dire de détruire. Iuris uti et abutandi, disent les juristes qui aiment bien parler latin, iuris uti et abutandi, droit d'user et d'abuser, abuser, je répète, signifiant ici détruire. Quand vous êtes propriétaire d'un bien, sous certaines conditions restrictives, bien entendu, qui sont prévues par la loi, c'est-à-dire par exemple que ce droit n'existe plus si vous êtes propriétaire d'un bien qui est classé monument historique.
Mais quand vous êtes propriétaire d'un bien, vous êtes, d'une façon générale, muni du droit, non seulement de l'utiliser sous toutes les formes qui le rendent pour vous employable, exploitable, mais vous êtes aussi libre de le détruire. Eh bien, droit d'user et d'abuser, donc de détruire, et on ne manquera pas non plus, j'y ai d'ailleurs fait brièvement référence un tout petit peu avant, on ne manquera pas non plus de souligner l'inscription du mot possession dans le registre sexuel et même, on va dire, sexiste, car on connaît le sens de l'expression posséder une femme, qui d'ailleurs n'est jamais utilisée dans le sens inverse, puisqu'on ne dit pas d'une femme qu'elle possède ou qu'elle a possédé un homme. Par cette formule, par ces deux termes, maître d'une part et possesseur de l'autre, se trouve d'emblée et a priori exclue l'idée qu'il pourrait y avoir un droit de la nature, un droit qui justifierait qu'on traite cette nature en sujet et en personne digne d'être respectée. Maîtrise et possession signifie que nous avons un droit sur la nature, peut-être même tous les droits sur la nature, tandis que l'idée même d'un droit de la nature, d'un droit que la nature aurait sur nous, droit d'être traité d'une certaine façon et qui se traduirait pour nous réciproquement, puisque c'est la définition même du droit, par une obligation de la traiter ou surtout une obligation de ne pas la traiter d'une certaine façon, eh bien cette idée d'un droit de la nature, cette idée tombe et se trouve nulle et non avenue du fait des termes utilisés dans cette formule du discours de la méthode, mais nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature. Je m'empresse de dire au passage que la meilleure chose que vous puissiez avoir à faire en parallèle avec ce que je suis en train de développer, c'est de lire la 6e partie du discours de la méthode. Du reste, si vous en lisez la 6e partie, ne vous privez pas de commencer dès le début et de lire les 5 parties précédentes, quoique je pense pouvoir dire que la 6e partie puisse être lue indépendamment et peut-être même mériterait-elle d'être lue, sinon indépendamment, du moins pour commencer, avant même de lire le discours de la méthode depuis sa première partie. D'ailleurs, j'ajoute à ce propos que le discours de la méthode est un texte admirable à une multitude de points de vue, et pas seulement par le fait que c'est l'un des textes que l'on peut considérer comme ayant un statut inaugural dans la philosophie et dans la pensée moderne, mais aussi au sens où c'est un texte remarquablement écrit. C'est un très beau texte. On ne peut pas en dire autant de tous les textes philosophiques, et certainement même pas d'ailleurs tout à fait au même niveau, au même degré de tous les textes de Descartes, mais le discours de la méthode est, je pense, ce qu'on peut considérer comme appartenant au nombre des chefs-d'œuvre de la littérature française. Alors, je parlais, pour préciser les griefs dont Descartes fait l'objet, je parlais premièrement d'une erreur théorique, ensuite d'une faute morale et troisièmement d'une imprudence historique. Alors, commençons par le premier point. En quoi consiste l'erreur théorique? Par théorique, j'entends bien sûr que cette erreur porte sur des considérations relatives à la connaissance, à la science. L'erreur est, toujours, je répète, selon la perspective que prennent les contempteurs, les critiques de Descartes, l'erreur est de croire que la nature pourrait se prêter à un tel traitement, maîtrise et possession. L'erreur consiste à ignorer ou à ne pas vouloir savoir que la nature échappe de droit à ce genre de prétention, maîtrise et possession. Que la nature échappe de droit à ce genre de prétention dont l'échec réel, effectif, constatable, atteste de fait la démesure.
Et nous voilà bien, toujours selon le point de vue critique de Descartes, nous voilà bien devant cette démesure, cette hubris que les mythologies et que les sagesses antiques avaient déjà, bien longtemps avant 1637, date de ce discours de la méthode, bien avant que Descartes n'entreprenne de mettre sur pied un tel projet. L'erreur est d'ignorer que la nature est trop vaste, trop riche, trop complexe, trop puissante, trop étrangère, trop imprévisible, pour que nous puissions en acquérir une connaissance qui nous rendrait capables de l'enclore dans les limites de nos concepts et de nos théories, concepts et théories, par lesquels nous prétendons nous en assurer la maîtrise conceptuelle et scientifique, à la suite de quoi nous prétendons en obtenir la possession sur le plan technique. Et donc, ce que Descartes aurait ignoré, c'est au fond ce que tous les scientifiques aujourd'hui s'accordent à reconnaître, à savoir que le fait même du progrès de la science, le simple fait du progrès de la science, progrès pourtant considérable, pourtant colossal, depuis l'époque cartésienne, depuis le commencement de la science moderne et jusqu'à aujourd'hui, l'erreur serait d'oublier ce que nous disent les scientifiques réfléchissant sur les progrès de leur propre connaissance, à savoir que bien loin de nous donner le sentiment d'approcher toujours plus près du but de cette entreprise de connaissance, d'une maîtrise théorique de la nature, eh bien, ce progrès nous ouvre les yeux sur un abîme qui a de plus en plus l'apparence d'être à jamais insondable. Un abîme de plus en plus profond, ce qui veut dire que plus nous en savons, et aucun scientifique ne songerait à nier que nous en sachions aujourd'hui beaucoup plus que nous en savions au temps de Descartes, et même que nous en savions en physique, en chimie, en biologie et dans une multitude d'autres disciplines, dans toutes les disciplines des sciences de la nature. Personne ne nie que nous en sachions aujourd'hui beaucoup plus que nous en savions il y a même, par exemple, un quart de siècle. Eh bien, ce que, au fond, révélerait le projet de maîtrise et possession de la nature sur le plan théorique, c'est cette première bévue. Ce qu'il ignorerait, c'est cette première réalité que jamais nous n'avons été si loin de comprendre la totalité de ce qu'il y a à comprendre dans la nature. Jamais nous n'avons été, au fond, aussi loin de la perspective d'une maîtrise et d'une possession théorique, scientifique de cette nature. Cette ambition, au fond, nous rend, selon ici un terme qu'utilise Pascal, justement dans un texte où il critique, où il s'en prend à Descartes, eh bien, cette ambition nous rend ridicules. Je voudrais citer ici une pensée de Pascal qui est précisément intitulée Descartes, qui porte ce titre initial, Descartes. Et dans cette pensée, Pascal s'en prend plus précisément à la manière, je reviendrai sur cette manière très en détail pour préciser ce dont il s'agit, à la manière mécaniste dont Descartes se représente la nature. Le mécanisme, c'est l'idée selon laquelle la nature, et dans la nature, y compris les êtres vivants, végétaux et animaux, y compris le corps humain, mais attention, seulement le corps humain, eh bien, le mécanisme, c'est l'idée selon laquelle tout dans la nature consisterait en une immense machine, en une immense mécanique faite d'une agglomération, d'un conglomérat, d'un fonctionnement global de machines.
Et voici ce que dit Pascal au sujet de ce mécanisme qui consiste à considérer que tout se fait, selon l'expression cartésienne, par figures et mouvements, c'est-à-dire par mouvements de corps dont la connaissance intégrale nous est fournie par la géométrie. Figure, dans le vocabulaire du XVIIe siècle, cela veut dire la forme au sens de la configuration géométrique, la structure géométrique. Alors voici ce qu'écrit Pascal, commentant cette ambition cartésienne de nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature, considérés comme un mécanisme dans lequel tout se produit, tout s'accomplit par figures et mouvements, c'est-à-dire par mouvements de corps géométriquement définis. Ouvrez les guillemets, je cite Pascal. Il faut dire, en gros, cela se fait par figures et mouvements, car cela est vrai. Mais dire quelles, sous-entendu, mais dire quelles sont ces figures et quels sont ces mouvements, mais dire quelles et composer la machine, c'est-à-dire reconstruire intellectuellement, mentalement, scientifiquement la machine du monde. Mais dire quelle est composée la machine, cela est ridicule, car cela est inutile et incertain et pénible. Inutile et incertain et pénible. Incertain d'abord, c'est-à-dire que la reconstitution par la science de cette immense mécanique qu'est la nature, même s'il est vrai, reconnaît Pascal, que c'est une mécanique et que tout s'y fait par figure et mouvement, car cela est vrai, dit Pascal. Même si la nature est bien cette immense mécanique que suppose Descartes, il est en revanche inutile et pénible d'en reconstituer le mécanisme, parce que d'abord cette reconstitution sera toujours incertaine, et ensuite parce que cela est finalement étranger à toute finalité authentiquement humaine. On sait vers quelle finalité Pascal se tourne lorsqu'il a à définir ce qui doit faire la préoccupation de l'humain, à savoir son salut. Et finalement, peu importe que ce salut soit pensé en termes religieux, en termes théologiques, en termes chrétiens, en termes catholiques, puisque Descartes est un philosophe chrétien et un philosophe catholique. Peu importe, au fond, nous sommes tout à fait prêts aujourd'hui, même ceux d'entre nous qui croient aussi peu que possible à Dieu et à diable, nous sommes tout à fait prêts à reconnaître qu'il pourrait y avoir non seulement un hiatus, mais même une incompatibilité entre le souci, le désir, l'ambition de reconstituer la machine, l'immense machine de la nature, et le souci de notre salut. C'est-à-dire entre la science d'une part et le salut, c'est-à-dire le fait de nous sauver en tant qu'humains. Et je répète, peu importe que nous nous sauvions au sens strictement religieux, chrétien par exemple du terme, puisque ce salut pourrait bien avoir un sens purement profane, purement laïque, si vous voulez, sans passer par la référence à une quelconque transcendance. Donc, premier point, premièrement, il y a dans la formule cartésienne le symptôme d'une erreur théorique. Deuxièmement, il y a aussi dans cette formule une faute morale. La faute morale consistant dans l'ambition de s'approprier une chose, possession, et d'asservir une chose, maîtrise, avec laquelle nous entretenons par principe, et que nous le voulions ou non, un rapport tel qu'il nous interdit de nous arroger une telle prérogative. On ne se rend pas maître, on n'acquiert pas la possession de quelque chose à quoi l'on doit tout son être. Une chose dont on tient, même si on ne le tient qu'indirectement, tout son avoir, tout son pouvoir, tout ce sur quoi l'on exerce de pouvoir, qui ne soit finalement une émanation de la nature. Nous prétendrions, et ce serait cela la faute morale cartésienne, nous prétendrions exercer sur la nature, un pouvoir
qui n'est un pouvoir que parce que c'est la nature qui nous en fait cadeau, qui nous le donne. Parce que c'est en nous et en l'expression de ce pouvoir, la puissance même de la nature qui s'exprime, ce qui rend vaine toute espèce de prétention à exercer ce pouvoir sur la nature elle-même. Au fond, ce qu'on pourrait reprocher ici à Descartes d'avoir négligé, c'est que la nature tient l'homme en sa puissance par tous les aspects de son existence, ce qui interdit à cet homme de se croire en situation d'exercer, lui, la puissance qu'il tient de la nature sur la nature prise dans sa globalité, prise comme totalité. Il faut ici lire et relire cette autre pensée de Pascal, beaucoup plus célèbre encore, et je vous invite à revenir à ces textes intitulés « Disproportion de l'homme ». Vous trouverez ça facilement en ligne si vous n'avez pas chez vous les pensées de Pascal. Mais j'aurais tendance à vous suggérer que si c'était le cas, eh bien, ce ne serait pas forcément un mauvais choix que de vous diriger vers la librairie la plus proche, ou peut-être la meilleure, afin d'y acheter les pensées de Pascal et d'en faire l'un de vos livres de chevet. Cette pensée s'intitule « Disproportion de l'homme ». C'est la pensée plus connue sous l'appellation de pensée des deux infinis. Alors voici ce que dit Pascal, qui nous dit qu'après avoir contemplé, je cite, ouvrez les guillemets, la nature entière dans sa haute et pleine majesté, après avoir contemplé, ouvrez les guillemets, la nature entière dans sa haute et pleine majesté, l'homme étant revenu à soi, considère ce qu'il est au prix de ce qui est. Voilà, que l'homme, donc, contemple la nature entière dans sa haute et pleine majesté, qu'il revienne à soi et qu'il considère ce qu'il est au prix de ce qui est. Au prix de, cela veut dire en comparaison de, qu'il prenne la mesure de ces deux réalités incommensurables, c'est-à-dire sans commune mesure. D'une part, ce qu'il est, lui, l'homme, cette chétive créature, et ce qu'elle est, elle, la nature, ce qui est, la totalité de ce qui est. Évidemment, on ne conclura pas de cette disproportion de l'homme et de la nature. On ne conclura pas de cette disproportion, de cette incommensurabilité que la nature est sur l'homme un quelconque droit. La nature est absolument indifférente à l'idée de droit. Elle est, je dirais, non seulement ignorante de tout droit, mais elle est incompatible par ce qu'elle est avec la notion de droit. La notion de droit est une notion qui, bien sûr, n'a de sens qu'en tant qu'elle s'oppose à celle de force, et la force, c'est l'essence même de la nature, qui est un immense déploiement de force à l'intérieur duquel il n'y a que des rapports de force et à l'intérieur duquel les choses n'avancent et ne se résolvent qu'à partir de rapports de force. Et donc, le constat de Pascal interdit incontestablement à l'homme de se prévaloir du moindre droit sur la nature. Et après s'être vu ridicule dans cette prétention, cela est ridicule, inutile, incertain et pénible, après s'être vu ridicule, eh bien, l'homme se découvre tyrannique, toujours au sens que Pascal donne à ces mots. La tyrannie, je cite Pascal, je cite encore une pensée de Pascal, la tyrannie consiste au désir de domination universelle et hors de son ordre. La tyrannie consiste au désir de domination universelle et hors de son ordre. Alors, hors de son ordre, cela renvoie à un concept important de la philosophie pascalienne, la notion justement d'ordre. Il y a des ordres distincts des choses. Il y a l'ordre des corps, l'ordre de la matière, l'ordre du physique, dans lequel tout n'est que rapport de force. Et c'est bien à cet ordre-là
qu'appartient à la nature, c'est de cet ordre-là que relève la nature. Il y a ensuite l'ordre de l'esprit, l'ordre de la compréhension, l'ordre, si vous voulez, de la science. Et puis, il y a l'ordre de la charité, l'ordre de l'amour. Et rien de ce qui se trouve dans l'ordre du corps, l'ordre des corps, l'ordre de la matérialité, ne peut, aussi fort, aussi massif, aussi considérable cela soit-il, ne peut prétendre à la moindre valeur au regard de ce qui a lieu dans l'ordre des esprits. La galaxie la plus massive, l'explosion la plus extraordinaire de la plus puissante supernova n'est rien par rapport à la démonstration du simple théorème de Pythagore. Mais le théorème de Pythagore et sa démonstration ne sont rien au regard du moindre acte de charité, c'est-à-dire d'amour, dit Pascal. Voici ce que signifie la distinction des ordres. Eh bien, d'une certaine façon, l'homme se rend coupable de tyrannie, domination, désir de domination universelle et hors de son ordre. Enfin, troisièmement, il y a dans la formule cartésienne une manifestation d'imprudence historique. Et ici, je crois que l'argumentation n'a pas besoin, l'accusation n'a pas besoin d'être beaucoup argumentée. Parce que les faits sont là, sous nos yeux, constatables, sous la forme des gros nuages noirs qui n'ont rien de naturel. Eux, ces nuages noirs du péril écologique qu'il faudra bien affronter et qui sont, dans une bonne mesure, le résultat, le produit, l'effet, la conséquence de la mise en œuvre de cette disposition cartésienne à la maîtrise et à la possession. La modification brutale de l'éclairage de la scène est imputable au fait qu'un petit coup de vent a légèrement basculé mon volet. Voilà, je termine sur ce point avant de m'arrêter. Il ne faudrait d'ailleurs pas s'en tenir aux seuls périls environnementaux. Il ne faudrait pas s'en tenir à la préoccupation strictement écologique, car il se pourrait que le bilan qu'a accumulé la civilisation européenne en mettant en œuvre ce projet cartésien de maîtrise et possession de nature aille plus loin dans son caractère catastrophique, dans son caractère de gravité et dans son caractère aussi, on va dire, de faute morale, d'inconséquence éthique, aille plus loin que la simple question du péril écologique, de la pollution ou du réchauffement du climat. L'Europe occidentale a procédé à partir de ce projet cartésien, à une mise en coupe réglée des richesses de la planète, c'est-à-dire aussi des richesses dont étaient, on va dire, les dépositaires, ou on pourrait dire d'un terme qui ne convient pas vraiment, mais enfin les gestionnaires, des populations de la Terre sur lesquelles l'Europe occidentale moderne s'est livrée à une opération systématique d'exploitation, d'asservissement, quand ce n'est pas de génocide et de violence radicale. Je pense bien sûr à la colonisation et à la post-colonisation avec tout ce qui s'en est suivi. Bilan qui fait évidemment un triste contraste avec la prétention qui fut celle de la civilisation européenne à civiliser le monde et à apporter par la maîtrise et possession de la nature à ce monde un degré supérieur, non seulement de confort matériel, mais aussi d'élévation spirituelle. Et cette fois, ce n'est pas la faute à Voltaire, ce n'est pas la faute à Rousseau, encore qu'à en croire certains, ce Voltaire et ce Rousseau ne soient pas tout à fait exempts de responsabilité, c'est la faute à Descartes. Et c'est la faute non seulement à Descartes, mais à la pensée des Lumières qui procède directement du projet cartésien. Voilà, j'ai commencé par exposer donc l'essentiel des griefs qu'on oppose à Descartes à propos de cette formule, nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature. J'entrerai plus loin dans les détails, mais il faudra pour cela effectuer un assez long détour afin d'exposer ce qu'est cette doctrine cartésienne, ce qu'est cette science, ce que sont cette science et cette philosophie cartésienne qui constituent le socle de
l'entreprise dont nous voyons, dont nous constatons et dont nous dénonçons aujourd'hui les effets. Parce qu'évidemment, pour comprendre ce que veut dire Descartes et pour comprendre ce qu'il y a derrière l'adjectif cartésien, il ne suffit pas, on ne peut pas se contenter de ressasser les perpétuels clichés sur un supposé, un prétendu esprit cartésien qui serait typiquement l'esprit bien français, l'esprit bien de chez nous, l'esprit rationaliste, et en prenant ce sens, ce mot dans un sens beaucoup plus péjoratif que valorisant. Voilà, je vous remercie. Il y aura pour cette première séance du 1er mars 2022, il n'y aura qu'une partie. C'est la seule. Nous nous retrouvons donc mardi prochain pour le 8 mars. J'ai été, pendant ces vacances d'hiver, fort occupé et je n'ai pu préparer que ce début. Je vous prie de m'en excuser, mais la semaine prochaine, nous reprendrons au rythme habituel de 2 parties d'une quarantaine de minutes par séance. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous rejoindre à l'Université du temps libre de Tarbes et de Bigorre à l'adresse utl-tb.info. Vous pouvez aussi nous encourager en cliquant sur le pouce vers le haut. Les commentaires de soutien sont également les bienvenus. Et n'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner. Merci et à bientôt.